Bonsoir à tous, bienvenue pour cette édition spéciale puisque nous recevons sur notre plateau l'un des fondateurs du site internet d'investigation Médiacité, Jacques Transo. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes avant tout journaliste, vous êtes passé par plusieurs rédactions, notamment La Croix, puis Les Échos, mais vous avez aussi dirigé le service Ville de l'Express. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la rédaction de Médiacité. Alors, vous allez nous expliquer en quelques mots, donc Médiacité, c'est de l'investigation, des enquêtes, du décryptage dans plusieurs villes de France et notamment à Lille. Alors, quel type de sujet vous creusez au quotidien ? Vous avez raison, c'est de l'investigation au sens de l'enquête très approfondie ou du scoop. On étudie beaucoup de sujets différents pourvu qu'il y ait de l'importance pour la ville. C'est-à-dire on étudie un peu les coulisses de la ville et on observe le monde des décideurs, on observe les grosses décisions qui sont prises et on essaie de comprendre pourquoi elles sont prises, qui décide quoi et pourquoi ces décisions sont prises. Voilà le fond du fond, c'est les pouvoirs locaux en fait qu'on ausculte. Alors, avant de parler de votre dernière révélation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de thèmes que vous avez déjà abordés, de choses que vous avez révélées depuis la création de Médiacité ? Oui, alors le mieux c'est de prendre des exemples lillois. On s'est lancé le 1er décembre 2016. Très rapidement, on s'est intéressé au LOSC. Parce que le LOSC, c'est pas uniquement un club de foot, c'est aussi une entreprise qui changeait de main. Et donc, on a révélé les entreprises qui assuraient la transition, en fait, qui rachetaient le LOSC. Les entreprises de Gérard Lopez, le nouveau patron du LOSC. Et on a repéré qu'il y avait une cascade d'entreprises qui nous emmenait jusqu'aux îles Vierges britanniques. En gros, un paradis fiscal. Et après, on s'est intéressé à la fortune de ce monsieur et on a compris qu'il n'avait pas la fortune nécessaire pour acheter le club et qu'il l'achetait avec l'argent des autres. Voilà, le genre de choses qu'on a pu dévoiler. Voilà, c'est entre autres, il faudrait une émission complète pour parler de tout. Aujourd'hui, vous êtes surtout ici pour parler de votre dernière révélation. Elle concerne les Hauts-de-France et les pesticides. Vous avez révélé que les ventes de phytosanitaires n'auraient quasiment pas baissé depuis 2016, malgré le Grenelle de l'environnement de 2007. Tout à fait. Alors, on est très, très content d'avoir révélé ces chiffres qui ne concernent pas que les Hauts-de-France, mais l'ensemble de la France. Il s'agit de l'ensemble des ventes de pesticides réalisées en France entre 2009 et 2016. Et vous vous souvenez du Grenelle de l'environnement, on était en 2007. Là, il y avait un objectif de diminuer les tonnes de pesticides utilisés dans les champs et sur les maraîchages de 50% en 10 ans. Et en fait, ces chiffres révèlent que ça a continué à augmenter. Alors, pas dans des proportions énormes, 6%. Entre 2009 et 2016, mais ça a quand même continué à augmenter, dont le fameux glyphosate, et qui est le composant essentiel du Roundup, le fameux herbicide de Monsanto, qui fait l'objet de l'actualité, puisque on réfléchit au niveau européen à l'interdire. Donc ce glyphosate a continué d'augmenter de 30%. Dans les Hauts-de-France, on s'est arrêté à la situation des différents départements. Le Nord est plutôt bien classé, au sens 23e pour le nombre de tonnes vendues. Donc, en revanche, la Somme, l'Aisne et également le Pas-de-Calais sont situés respectivement en 5e, 6e et 7e position en France pour le nombre de tonnes vendues chaque année de pesticides. Donc, il n'y a pas de recul, au contraire. Vous me parliez tout à l'heure des conséquences sur l'environnement, en tout cas des conséquences que tout le monde peut vivre au quotidien. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle de pesticides, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. C'est compliqué parce qu'il y en a énormément des variétés. Il y a des pesticides qui sont bénéfiques, mais il y en a d'autres qui sont menaçants et d'autres qui sont cancérogènes. Et l'OMS le dit. Donc il y a des implications sur l'alimentation, sur les gens, mais aussi sur la faune, la flore. Par exemple, c'est peut-être pas un hasard si on voit de moins en moins d'oiseaux dans les champs quand vous baladez dans la région, quand vous baladez le week-end. C'est quand même pas un hasard, sans doute, qu'il y ait moins de poissons dans les rivières. Quand on fait des études en fait sur la qualité des cours d'eau, on s'aperçoit qu'il y en a 1 sur 2 dont l'eau n'est plus jugée potable à cause du nombre de pesticides qu'on y retrouve.
Et pour les nappes phréatiques, c'est à peu près un tiers des nappes phréatiques françaises où le niveau de pesticides est supérieur à ce qu'il devrait être pour que l'eau soit considérée comme potable. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire en quelque sorte. Médiacité, vous êtes les premiers à avoir révélé ces informations. Comment vous avez fait? Alors, écoutez, c'est de l'abnégation, c'est de la durée, et on a frappé à la porte de la Banque nationale des ventes distributeurs de ces produits pesticides. C'était pendant très longtemps jugé un secret industriel et commercial. Et puis, il se trouve qu'une association a saisi une commission pour accéder aux documents en disant « mais c'est d'intérêt général, c'est d'intérêt public, le public doit savoir ». Et la commission lui a donné raison à cette association. Et donc on s'est engouffré dans la brèche et on était les premiers en association avec cette structure qui est bretonne à toquer à la porte de cette Banque nationale des ventes et à révéler de ce fait ces chiffres. L'ensemble de ces chiffres que vous pourrez retrouver sur mediacité.fr. Voilà. C'est quoi le secret de l'investigation? C'est un travail de longue haleine, c'est avoir les bons contacts. Vous savez, l'investigation, en fait, le mot ne devrait pas exister, c'est de l'enquête approfondie. Donc il n'y a pas de secret à l'investigation, si ce n'est qu'il faut du temps. Combien de temps vous avez mis, par exemple, pour avoir ça? Là, on a travaillé plusieurs mois. Et on a fini par aboutir en septembre et on a formalisé les chiffres. Donc vous voyez, il faut du temps. Il faut du temps, de la compétence, il faut de l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et en fait, quand vous écoutez les confrères, beaucoup se plaignent de ne plus avoir le temps d'enquêter. Et du coup, ça reste superficiel, souvent. Il faut faire trop de choses à la fois. Il faut écrire des articles sur le web, sur le papier, il faut courir derrière l'actualité. Et le public, quelque part, est un peu frustré et un peu déçu de ça. Et les confrères le sont aussi. Donc nous, on a pris le contre-pied total et on publie peu, mais uniquement des enquêtes très approfondies. On va terminer avec ça. Vous cherchez des actionnaires, hein. C'est bien ça? Est-ce que vous avez un petit message à faire passer? Oui, c'est gentil. Écoutez, oui, parce que tout travail d'investigation et tout travail journalistique, c'est aussi des moyens. Et donc, il y a des enjeux financiers. Donc, nous, on décide de bien payer nos confrères journalistes pour qu'ils produisent le meilleur d'eux-mêmes. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, on est en train de faire une levée de fonds. Et on a eu l'idée de proposer aux lecteurs qui nous suivent dans cette aventure de rentrer dans le capital à partir de sommes minimes, 500 € pour devenir copropriétaire de Mediacité. Je pense que ça a du sens que des citoyens soient avec nous dans ce projet. Voilà, eh bien, merci Jacques Transo, le message est passé. Vous pouvez donc être propriétaire, en tout cas actionnaire de Mediacité. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Merci.